Bonjour, bienvenue aux entrevues Inspirer l'équilibre. Aujourd'hui, je reçois Christian Guillolo. Je l'ai bien dit? Très bien, excellent. Yay! Alors, bonjour Christian. Bonjour Hélène, bonjour à tout Alors, le monde. on s'est rencontrés il y a plusieurs années. Ça fait quand même un bout que je t'avais rencontré. Si je ne me trompe pas, tu avais un local au centre-ville de Sherbrooke. Exact, oui, sur Wellington Sud. Exact. C'est là qu'on s'était rencontrés rapidement et plus tard, j'ai vu tes produits entrer de plus en plus dans les épiceries bio vrac que je fréquentais. Donc, au début, je te connaissais pour le café et au fur et à mesure, on a vu plusieurs produits arriver de Humano. Alors, j'aimerais ça, Christian, que tu te présentes, que tu nous dises qui est Christian OK, et c'est quoi Humano. OK, bon. Écoute, merci déjà de l'invitation. Là, ça fait vraiment plaisir. Puis je trouve que c'est vraiment une très, très belle initiative, là, ce sommet Inspirer l'équilibre. C'est ça, on s'était croisés aussi il y a quelques années là, sur le salon de la famille Oui, éco-responsable. J'avais participé ou au moins fourni du café. En tout cas, j'avais une présence sur ces salons-là. Fait que oui, c'est ça. Je dirais qu'il y a un fil conducteur là, dans mon parcours, c'est vraiment le commerce équitable. Donc, moi, je viens de France, je suis arrivé au Québec en 2005. Je suis à Sherbrooke depuis 2007, mais ça faisait déjà plusieurs années, à peu près depuis le milieu des années 90. Ça ne me rajeunit pas. Ça va bientôt faire quasiment 25 ans finalement. Je crois que si je compte bien, l'année prochaine, ça va faire 25 ans que je suis engagé professionnellement dans le domaine du commerce équitable. Donc ça, c'est vraiment pour moi le fil conducteur. Ben, parce que essentiellement, j'ai toujours voulu concilier en fait mes valeurs personnelles avec mon travail. C'est ça, je ne me voyais pas travailler en étant dans un domaine qui ne correspond pas à mes valeurs, à ce que je suis profondément, etc. Donc, j'ai trouvé dans le milieu des années 90 une voie vraiment inspirante à travers le commerce équitable, bon, qui m'est venu un petit peu à travers des voyages. Hein, dans la vingtaine, j'ai voyagé en particulier en Afrique, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest. Euh, et puis le message essentiellement que j'ai retenu à travers toutes les rencontres que j'ai pu faire à travers ces voyages, c'est que en particulier, les pays sahéliens d'Afrique de l'Ouest, là, comme le Burkina Faso, Mali, etc., on a souvent l'image, en tout cas en Europe, on avait l'image de la pauvreté extrême, puis de personnes, de peuples à qui finalement on doit faire la charité constamment pour qu'ils arrivent à peu près à survivre. Et moi, le message qui m'a été donné en direct en côtoyant les Africaines, les Africains, c'est que pas du tout, on ne veut pas de la charité, on veut simplement, on travaille, on est courageux, on a de cœur à l'ouvrage, on crée des beaux produits, on a envie de travailler, on veut simplement que ce travail soit reconnu à sa juste valeur et que nos produits soient payés à leur juste valeur. Donc, c'était un petit peu les bases, sans que je connaisse le terme à l'époque quand j'ai fait ce premier voyage, séjour en Afrique de l'Ouest. Je ne connaissais peut-être même pas le terme de commerce équitable, mais il m'a été expliqué à travers les mots des personnes qui finalement donc souhaitent bénéficier ou œuvrer dans ce domaine-là en tant que producteur. Donc, ça fait son petit bout de chemin. Et puis, bon, je vais sauter quelques étapes. Donc, je suis arrivé effectivement à Sherbrooke autour de 2007. J'ai commencé par travailler comme responsable du commerce équitable au Carrefour de Solidarité Internationale, qui est un OSBL, qui est toujours présente et très, très active en Estrie, qui travaille avec, donc dans le domaine de la solidarité internationale,
en relation avec des partenaires à travers le monde, Haïti, Pérou, Mali, si je ne m'abuse. Je n'ai pas suivi les dernières actualités ces dernières années, mais au moment où j'y étais, c'était pas mal les pays partenaires. Donc, c'est ça. Donc, je travaillais là comme employé et puis, bah, comme souvent, un petit peu les hasards de la vie, puis en même temps, ma volonté aussi d'entreprendre ont fait que à partir de, je ne sais plus si c'était autour de 2015, en tout cas, il y a à peu près il y a à peu près 5 ans, j'ai dû quitter le Carrefour Solidarité et à ce moment-là, effectivement, j'ai ouvert un café qui s'appelait déjà le Café Humano sur Wellington Sud. L'idée à ce moment-là, c'était toujours de faire connaître, de promouvoir les produits issus du commerce équitable, mais pas seulement en tant que commerçant, mais en ayant un contact vraiment direct. Puis j'adore faire la cuisine aussi, c'est une de mes autres passions. Donc j'essaie de rassembler un petit peu mes différents centres d'intérêt, mes différentes passions pour offrir donc des petits plats préparés maison élaborés à partir de produits équitables, puis aussi éventuellement de produits locaux, produits biologiques aussi. Donc ça, c'était les débuts du Mano qui ont aussi là évolué en fonction un petit peu des aléas de la vie, on va dire. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais j'ai dû fermer mon café 2 ans à peu près après son ouverture. Donc, on était rendu à peu près en 2017. Sur un moment, c'est sûr, ça m'a fait un choc. Je n'ai pas considéré ça comme un échec, mais c'était quand même, j'avais investi beaucoup de temps, beaucoup de ma personne, de l'argent aussi nécessairement. Quand on est entrepreneur, ça Mhm. prend un petit peu d'argent. Et puis, bon, pour diverses raisons, ça n'a pas aussi bien fonctionné que je le souhaitais. Et en plus, les propriétaires ont souhaité récupérer leur local. Donc, je n'avais pas vraiment le choix. Donc, à partir de là, puis je me suis dit, je vais vraiment recentrer mon activité sur le cœur de mon métier, c'est-à-dire vraiment être en relation avec des producteurs dans différents pays du monde, sur les continents essentiellement africains, asiatiques, d'Amérique latine, et les mettre en relation avec des consommateurs ici. Donc, j'ai vraiment recentré mon activité sur l'importation de produits bioéquitables. Ce n'était pas forcément une mauvaise chose pour reprendre un petit peu aussi avec la thématique, inspirer l'équilibre. Au moment où j'avais mon café, 80 heures par semaine, c'était une petite semaine. On comprend, puis ça pouvait aller à 100 heures par semaine ou plus. J'étais là tous les jours, 7 jours semaine, grosso modo de 9 heures ou 8 heures du matin jusqu'à 11 heures minuit. Donc, on comprend qu'avec un tel rythme, sur le plan personnel, ça ne fonctionne pas. Puis, j'avais plus de vie sociale, j'avais plus de vie familiale. Bon, c'est sûr que mes enfants étaient déjà quand même grands, mais quand même, toute ma vie était vraiment centrée sur mon entreprise, faire tourner mon entreprise pour arriver à développer des choses. Donc, j'aurais peut-être pas pris la décision tout seul de lâcher parce que quand on est accroché à quelque chose, des fois on y tient. Oui. Mais voilà, encore une fois, les hasards de la vie ont fait que j'ai été obligé de décrocher, puis finalement, c'est plutôt pour le bien aussi, autant pour moi là, que pour mon entourage. Fait que c'est ça. Donc, depuis 2017, là, j'ai pris la résolution de me recentrer sur l'importation, la distribution. Puis, c'était un petit peu le début aussi, justement, d'un mouvement qui a pris pas mal d'ampleur ces dernières années, du zéro déchet. Et très rapidement, quand j'ai pris la décision de me recentrer sur l'importation-distribution, je me suis dit, tiens, c'est difficile, ma marque n'est pas connue, je n'ai pas des gros moyens financiers pour faire du marketing, me payer des agences de communication ou autres. Donc, rentrer dans des épiceries déjà installées qui ont déjà leurs fournisseurs, leurs créneaux, etc., ça aurait été compliqué. Il aurait fallu vraiment que je fasse ma marque au sens propre comme au sens figuré.
Alors que dans le même temps, ben, il y avait cette vague avec l'éclosion un petit peu partout au Québec, puis en particulier à Sherbrooke avec le Silo, qui est quasiment une des toutes premières épiceries zéro déchet, bio-vrac, qui a vu le jour au Québec. Donc je me suis dit, ben, tiens, ce sera plus facile pour moi, étant une jeune entreprise débutante, de m'adresser aussi à des jeunes entreprises qui débutent. C'est ça. Moi, j'aime toujours partir, puis j'applique un petit peu le même raisonnement aussi avec la plupart des fournisseurs avec qui je fais affaire. Je préfère aussi travailler avec des gens qui sont à peu près au même stade que moi, pas travailler avec des fournisseurs qui ont déjà 150 ou 200 ou des centaines de clients, puis pour qui je vais être un parmi d'autres, ni non plus travailler avec des gens qui sont pas encore assez matures, assez mûrs dans leur développement. Ça, je trouve vraiment intéressant en tant qu'entrepreneur d'essayer de travailler toujours avec des personnes qui sont au même niveau de développement que soi. Même niveau et même valeur. Et même valeur, bien sûr. Oui, oui, ça, c'est sûr que ça, c'est une base. Fait que c'est ça, j'ai exploré un peu ce filon. Donc, j'ai commencé à proposer mes produits donc, en distribution en mode zéro déchet, donc soit des gros formats, des formats vrac, soit quand mes clients veulent des formats un peu plus petits, ben je fonctionne avec des systèmes de chaudière consignés ou d'emballage consigné dans tous les cas. Donc, que je vais récupérer lors d'un prochain passage, nettoyer, puis remettre en fait dans le circuit. L'idée étant, bon, zéro déchet, là, dans zéro déchet, il y a zéro, mais c'est un objectif, là. On peut pas livrer aucun produit sans aucun emballage. Le but, c'est vraiment d'essayer de réduire le plus possible les emballages, en particulier les emballages plastiques et encore plus les emballages à usage unique. Donc, quand on utilise des emballages, on essaye qu'ils soient à usage multiple plutôt qu'à usage unique. C'est ça, j'ai fait mon petit bout de chemin avec ça, puis ça a plutôt bien fonctionné, là, puisque depuis donc, 2017, j'ai commencé, le temps de prendre un petit peu de me faire un petit peu connaître. Puis là, c'est une entreprise qui commence à être en expansion, là, je dirais depuis 2, 3 ans. Donc là, je commence à m'entourer un petit peu aussi pour éviter de recommencer à travailler 80 heures par semaine ou plus. C'est ça. Donc, je commence à voilà, constituer un peu autour de moi une petite équipe là, depuis 1 an ou 2, déléguer un certain nombre de tâches. C'est ça. Je pense que ça résume pas mal le parcours jusqu'à présent. Euh, Tu parles, une de tes valeurs, c'est le commerce équitable. C'est quoi le ou les avantages que tu vois à ce que les gens consomment équitable? Euh, c'est sûr que l'avantage pour le consommateur paraît pas évident directement parce que, pas se le cacher, c'est un produit qui va coûter plus cher. Bon, dans le commerce équitable, essentiellement, on parle de produits alimentaires. En tout cas, dans mon cas, c'est des produits alimentaires que je vends. Mais c'est un petit peu comme, je dirais, les produits biologiques, ça commence à être un peu plus ancré aussi dans les habitudes de consommation. Pour l'aspect biologique, le consommateur souvent voit le bénéfice direct qu'il peut tirer de consommer un aliment qui souvent va être plus nutritif et va contenir très peu ou pas du tout d'intrants de type pesticides, chimiques, etc. Mais le bénéfice, finalement, je pense qu'il faut être quand même, il ne faut pas se le cacher, il faut être un petit peu altruiste au départ quand même, parce que le bénéfice, il n'est pas pour sa propre personne, en tout cas pas directement. Y compris dans le bio, puis encore probablement plus dans le commerce équitable. Quand on achète bio, puis quand on achète équitable, c'est plus pour le bien-être de tout le monde, de la communauté. Dans le bio, clairement, ceux qui subissent plus les conséquences de l'agriculture industrielle et chimique, ce sont les producteurs, beaucoup plus que les consommateurs. Il y a toutes sortes d'études qui démontrent que en tant que consommateur, manger bio ou pas
ça peut avoir une petite influence sur la santé, mais ça va être relativement minime. Tandis que pour un producteur, épandre des produits chimiques à longueur de journée, c'est clair que sa durée de vie va être largement raccourcie, puis il peut avoir toutes sortes de problèmes de santé, développer des cancers, des maladies, etc. Dans le cas de l'équitable, c'est un peu pareil, mais c'est moins évident parce qu'on joue moins sur l'aspect santé. Bon, un produit équitable est le plus souvent aussi biologique dans tous les cas, mais je pense aussi qu'il faut penser un peu plus globalement. Encourager le commerce équitable, c'est encourager, oui, des produits qui viennent de loin, souvent qui viennent de l'extérieur, mais qui conservent quand même, justement, on parle d'équilibre, qui conservent un équilibre dans la relation commerciale, dans la relation humaine. Moi, la question que je pose souvent à mes clients, c'est est-ce qu'on a besoin de consommer autant de produits en quantité ou est-ce qu'on a peut-être intérêt à moins consommer, mais à mieux choisir ce qu'on consomme? C'est un peu dans l'esprit du mieux consommer finalement. Et puis, un producteur à l'autre bout de la planète qui va être en santé, qui va pouvoir donner un toit à sa famille, qui va pouvoir envoyer payer l'école pour ses enfants, payer des soins de santé, etc. Il y a beaucoup moins de couverture sociale, hein, bien sûr, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, qu'on peut en avoir dans nos pays occidentaux. Donc, tout ça coûte cher. Donc, un producteur qui, lui, va être en bonne santé, va avoir une bonne qualité de vie, ça va avoir des effets positifs aussi sur nous. Ce n'est pas des effets positifs directs, mais même indirectement, globalement, c'est sûr que si l'ensemble des habitants de la planète se portent mieux, tout le monde, chacun, y compris nous dans notre petit coin de privilégiés au Québec ou en Amérique du Nord ou en Europe, on va se sentir mieux aussi, c'est évident. Ce n'est pas toujours évident, ça peut être un lien un peu ténu de faire le lien entre commerce équitable et immigration forcée, mais malgré tout, ça c'est des choses qu'on vit par exemple beaucoup plus en Europe, euh, parce qu'il y a des vagues migratoires plus importantes. C'est clair que des gens qui viennent du continent africain complètement appauvris, dont quelquefois j'ai vu des situations où des mères sont prêtes à donner leur enfant pour qu'ils partent en Europe sans être sûr même qu'il arrivera vivant là-bas. Ça n'est bon pour personne, ça n'est pas bon pour l'équilibre d'un pays européen qui va se retrouver à gérer des gens en situation de très grande précarité, très grande pauvreté. C'est encore moins bon, on le comprend facilement, pour les parents qui vont se séparer d'enfants ou pour des jeunes adolescents qui vont partir à l'aventure, se lancer à traverser le Sahara et la mer Méditerranée en ayant une chance sur deux d'aboutir, puis plus de chances de tomber dans un esclavage, dans un trafic humain, etc., etc. Donc, tout ça est lié. Si on refuse de payer correctement les producteurs et de payer un juste prix pour nos aliments, on ne verra peut-être pas une conséquence directement à court terme, mais c'est clair qu'un jour ou l'autre, on va en payer le prix. Oui, parce qu'en plus, c'est des produits, parce que oui, c'est des produits qui sont loin, mais c'est des produits qu'on peut pratiquement pas faire pousser ici de toute façon. Donc, Oui, c'est ça. On parle de cacao, de café, de fruits exotiques, de mangue, de noix de cajou, de riz, d'épices. Quand bien même on arriverait à faire pousser, il y a toutes sortes d'initiatives au Québec. Il y a des gens qui arrivent à faire pousser des ananas. Il faut creuser 6 pieds sous terre pour arriver à faire pousser des ananas, etc. Bon, je trouve ça intéressant, mais je trouve bon, c'est vraiment un peu anecdotique. Euh, Puis ça va prendre, à mon avis, là c'est un point de vue personnel, à mon avis, énormément de technologie si on veut un jour faire pousser notre café, nos bananes, notre cacao dans nos pays plus septentrionaux, là en particulier au Québec. C'est probablement pas impossible,
mais ça va prendre énormément de technologie. Donc oui, on va voir le côté local, c'est un peu en vogue, là, c'est un peu la tendance actuellement. Plus c'est local, mieux c'est. Mais et qu'est-ce que ça veut dire, le local? C'est que c'est pas, bon, ça suffit pas en soi qu'un produit soit local pour qu'il soit bon pour l'humain, pour la planète, pour l'environnement. Euh, Moi, encore une fois, tu sais, je suis vraiment dans un créneau, moins c'est mieux, c'est que je préfère, bon, un des produits que je défends énormément depuis 2 ans, c'est les noix de cajou. Je suis le seul importateur d'ailleurs au Canada à importer directement des noix de cajou certifiées Fairtrade, certifiées équitables. Euh, Probablement parce qu'économiquement, ce n'est pas un créneau extrêmement rentable. Mais encore une fois, pour moi, c'est une mission autant qu'une business. Mais c'est ça. Est-ce qu'on a besoin? Alors, les noix en général et la noix de cajou en particulier, c'est devenu un produit consommé en masse parce que, puis c'est bien, parce que les gens cherchent aussi à adopter une alimentation un peu plus végétale. Donc, ils vont chercher des protéines à travers les noix. Puis la noix de cajou, c'est bon. Puis ça peut, voilà, en transformation, on peut faire toutes sortes des laits, des beurres, toutes sortes de choses. Mais c'est ça. Moi, je pense que faut réfléchir aussi à sa consommation. Et je préférerais qu'il y ait beaucoup plus de petits importateurs comme moi qui font affaire avec des petites coopératives, avec une traçabilité claire du produit, avec un respect de toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration de ce produit du début à la fin de la chaîne, plutôt que de refaire reposer notre économie sur des importateurs qui font affaire avec des plantations agro-industrielles où on ne sait même pas exactement d'où vient le produit. Et puis, c'est ça, pour répondre finalement à un besoin croissant du marché. C'est ça. Donc, il y a encore une fois une question d'équilibre, hein, et souvent, il y a un manque d'information aussi de la part des gens qui voient, effectivement, qui sont attirés avant tout par un prix en tant que consommateur. On se dit, ah, ça c'est moins cher, donc on va y aller vers ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'informations à diffuser. Oui, c'est vraiment super important ça parce que je pense que c'est peut-être, tu touches un point, c'est par l'information, par l'éducation qu'on arrive à changer les choses. Puis, tu sais, tantôt, je te demandais c'est quoi l'avantage, puis tu disais on ne le voit pas nécessairement d'ici, mais ce qui me vient en tête, c'est ben, c'est une façon de faire d'éducation. Si moi, j'achète équitable, ben, les autres autour le voient, puis ils vont être curieux, puis ils vont me demander pourquoi je suis prête à payer plus cher mon produit. Tu sais. Puis c'est un peu ce que j'ai vécu avec le bio puis le vrac. Moi, j'achète vrac depuis 20 ans, 25, 22, 23 ans. Ben, c'est à force de le faire que les gens se sont dit, ben, ah oui, je pourrais le faire. Tu sais. Donc, Ouais. c'est ça, c'est une façon d'informer les gens, de leur dire, ben, je fais une différence comme ça. Tu sais. Puis, il y a probablement, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est moins tangible, mais il y a quand même un avantage ou un bénéfice personnel direct. Je ne saurais pas trop comment le qualifier, mais moi, la première fois que j'ai bu un café équitable, ça remonte à il y a longtemps, je me suis senti bien. C'est pas, c'est une sensation là, quand tu sais que quand le produit que tu consommes n'a pas nui à personne, ben, ça fait du bien, tout simplement. Oui, Et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas ou très, très rarement, mais il y a quelques campagnes quand même de communication, je pense en particulier aux bananes des fruits, là, les bananes équitables, qui jouent un petit peu aussi sur plusieurs aspects. Là. Moi, je suis assez fan là, de la façon dont ils font la promotion des bananes équitables, mais entre autres, effectivement, c'est ça, c'est aussi, même si c'est un peu intangible, c'est une façon de se faire du bien à soi-même. Puis il y a probablement aussi d'ailleurs des effets bénéfiques sur la santé, indirects là encore, mais quand tu te sens bien en accord avec ce que tu manges, parce que tu sais que ça provient d'une source éthique vérifiée, que tu n'as pas réduit en esclavage un producteur à le bout de la chaîne, ben, je pense qu'on se fait du bien à soi, puis
Puis pas juste dans la tête, c'est au niveau de la santé globale, on se fait du bien. Oui, j'en suis convaincue aussi. Alors, Christian, les produits Humano se trouvent de plus en plus partout au Québec. Alors, puis comme tu disais, surtout dans les épiceries zéro déchet. Alors, donc, on peut trouver café, noix, chocolat chaud. Oui, toutes sortes de chocolats, chocolat en tablette, chocolat à fondre aussi pour la cuisine, chocolat de couverture, cacao. Je viens de rentrer là dernièrement une nouvelle gamme là, de chocolat en pastilles et pépites, du cacao, etc. Là aussi, je suis vraiment content d'avoir trouvé vraiment un fournisseur. Dans le monde du chocolat, c'est quelques grosses multinationales hein, qui détiennent le marché. Dont certaines font quand même l'effort d'offrir un produit équitable parmi toute leur gamme. Mais là, je suis vraiment content parce que j'ai trouvé une entreprise familiale qui, depuis une vingtaine d'années, ne se consacre d'abord qu'au cacao et qu'au cacao équitable. Ce n'est pas du marketing, ce n'est pas du greenwashing. Eux, c'est vraiment aussi leur mission d'aller au-devant des producteurs, de leur offrir un soutien financier s'ils en ont besoin, un soutien technique, de sélectionner des fèves de cacao qui sont issues de variétés locales, chose que j'ai appris justement en parlant avec ce fournisseur, il s'appelle Kaoka. C'est que bon, la durée de vie d'un cacaotier, d'un arbre à cacao, c'est environ 40 ans. Il y a eu une grosse popularisation du chocolat et des produits de cacao dans les années 70-80. Donc, dans les années 70-80, on a planté beaucoup de cacaotiers. À l'époque, on était un peu moins, en tout cas, on s'intéressait peut-être plus à la qualité. Donc, ça a été des variétés quand même locales. En Équateur, on s'est poussé des fèves qui venaient d'Équateur, en République dominicaine, des fèves qui venaient de République dominicaine, etc. Sauf que ces arbres, maintenant, ils arrivent en fin de vie. Ils ont été plantés il y a 30, 40, 50 ans. Ils arrivent en fin de vie. Et actuellement, ce qui se passe avec encore un accroissement de la demande de chocolat et avec les logiques toujours un peu de l'agro-business, de rentabilité, etc. Toutes les variétés locales ont été remplacées ou sont remplacées par des variétés hybrides qui ont été sélectionnées pour leur rendement et non pas pour la qualité, les arômes, les saveurs, etc. C'est-à-dire qu'on perd d'une part énormément de biodiversité, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir des variétés de cacaotiers différents dans chaque pays ou dans chaque région, on a bientôt autour du monde à peu près uniquement une seule variété d'arbres à cacao. Donc, le travail, entre autres, de Kaoka, cette compagnie avec qui je fais affaire, ça a été vraiment d'aller, par exemple, en Équateur ou à São Tomé, d'aller sur place et de faire des recherches pour replanter, en fait, les variétés locales pour, c'est ça, aller chercher à nouveau une belle biodiversité, puis surtout des saveurs, un goût qu'on ne trouve pas ou qui se distingue en fait de ce qu'on trouve sur le marché plus classique. C'est ça, donc du chocolat, là j'ai reçu hier, là je suis vraiment excité aussi, là j'ai un de mes produits chouchou, c'est les mangues séchées du Burkina Faso. J'hésite pas à dire que c'est les meilleurs du monde et c'est vraiment les meilleurs mangues du monde. Fait que c'est ça, j'ai reçu une belle production là, de mangues séchées du Burkina Faso, les noix de cajou, j'en ai parlé un petit peu, des épices aussi. Donc c'est ça, on essaye petit à petit d'avoir une gamme quand même assez variée de produits. Puis, c'est ça, on peut les trouver un peu partout, ces produits-là, et sur le site web de Humano, on peut les commander. Oui, c'est ça. Donc, une boutique en ligne. Et puis, donc, un peu partout, j'ai quoi, à peu près 70 points de vente. Quasi exclusivement, je dirais, des épiceries zéro déchet ou épiceries en vrac ou épiceries éco-responsables ou groupes d'achat éco-responsables. Là aussi, je veux dire, ça fait partie de la philosophie de l'entreprise. C'est-à-dire que
Même si je n'ai pas défini des limites très précises, c'est clair que Humano n'aura pas une croissance indéfinie. Je n'ai pas encore fixé les limites parce qu'on a encore un potentiel de croissance, puis il faut aussi arriver à en vivre, puis à payer du monde autour de ça. Mais c'est clair qu'à un moment donné, je vais fixer des limites, puis je dis maintenant, je ne veux plus de clients, j'en ai assez, puis j'ai assez de fournisseurs. Donc ça, je trouve que c'est vraiment important, puis c'est assez unique dans le monde de l'entreprise de se dire, on fixe des limites à sa propre croissance. Et puis une autre limite aussi, c'est que, ça que j'ai déjà défini, je ne veux pas que mes produits soient, je ne veux pas vendre mes produits dans des grandes surfaces, dans des chaînes de supermarchés. Pour toutes sortes de raisons, j'estime qu'une des problématiques liées à l'alimentation agro-industrielle, puis à toutes ces dérives actuellement, c'est le système de distribution extrêmement concentré, un peu uniforme. Puis oui, il y a des chaînes de supermarchés qui font des efforts pour entrer des produits locaux, des produits bio, des produits équitables. Mais je préférerais à long terme qu'au Québec, puis ailleurs aussi, on ait uniquement des petites épiceries de quartier indépendantes plutôt que de faire affaire à des gros groupes qui, au final, deviennent plus des groupes financiers que des épiciers. Donc, le choix du Mano, c'est de ne pas franchir les portes, en tout cas pour les produits. Puis en tant que consommateur aussi, j'avoue que je ne vais jamais non plus, ou à peu près jamais, dans ces épiceries-là. Puis je me bloque, voilà, c'est une façon aussi de se limiter, de limiter sa croissance, puis de limiter, de baliser en fait la croissance et le développement de l'entreprise. Et d'être toujours en accord avec ses valeurs parce que c'est tellement important. Bien, merci beaucoup, Christian. C'était super intéressant. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. On pourrait en parler tellement longtemps. C'est clair que tous les sujets que tu abordes, c'est des sujets qui me passionnent. Donc, merci. Et puis, on va continuer à suivre Humano et je vais continuer à boire mon café Humano tous les matins. OK. Merci Merci. beaucoup. Bye. À bientôt. Bye.